Marie-Carole Ciuntu, je le rappelle, vous êtes sénatrice LR du Val-de-Marne. Pour commencer, on va regarder ensemble les unes de la presse régionale. On en a sélectionné 3. D'abord, la une de Ouest France, 8 jours de tempête mondiale. Et maintenant, c'est la question à la une du journal. Depuis une semaine, les décisions de Donald Trump ont affolé les bourses, ébranlé le commerce international. Même si mercredi, il a suspendu ses droits de douane, la Chine a été surtaxée. L'imprévisibilité de Trump inquiète. La deuxième une, c'est celle de Nord-Éclair. ZFE, la métropole de Lille, a déjà fait machine arrière. Obligatoire dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, les zones à faible émission pourraient être supprimées. La métropole de Lille a donc déjà vidé la sienne de sa substance, interdisant juste l'accès aux véhicules polluants mis en circulation avant 1997 en multipliant les dérogations. Et puis la dernière une, c'est celle du Dauphiné libéré. Vencorex, près de 400 emplois perdus. La reprise partielle de Vencorex par son concurrent chinois, décidée hier par le tribunal de commerce de Lyon, sauf 54 emplois, on sacrifie près de 400. Une issue jugée incompréhensible par les élus locaux qui dénoncent un abandon du territoire et un mépris du projet de reprise porté par les salariés. Laquelle des 3 unes avez-vous envie de commenter ? Peut-être les ZFE, puisque je suis, moi, dans une ville qui est concernée par ça, qui voit la difficulté que nous avons pour un certain nombre de personnes qui se sont éloignées de Paris et qui travaillent avec leur voiture. Et il ne faut pas que ça devienne effectivement le symbole de l'exclusion. Alors bien sûr qu'il faut expliquer les mesures et que les problèmes d'environnement, de santé publique, ça existe. Mais ce qui est très clair, et on aurait dû commencer par là, c'est se poser quand même la question des aides que l'on met en place quand on veut faire passer ce type de mesures. Et c'est cette étape-là qui n'a pas été suffisamment travaillée. Et pour l'instant, on a l'impression que c'est vraiment l'interdiction à ceux qui travaillent. Mais est-ce qu'il faut les supprimer pour vous, ces ZFE ? Alors, ce qui est terrible, c'est que c'est mal parti. Et donc, on risque maintenant de sacrifier ces ZFE, alors que c'est certainement pas ainsi qu'il faudrait que l'histoire se termine. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont vraiment la capacité que nous avons à nous rétablir. Et il va falloir vraiment qu'on écoute la voix de ceux qui sont dans des univers métropolitains. Il ne faut pas oublier dans la région parisienne les banlieusards et ceux qui travaillent. Vous craignez que le mouvement de colère qui est en train de naître avec ces ZFE, ils prennent de l'ampleur, ça se transforme en gilet jaune bis ? Moi, je pense que oui, il faut entendre, il faut comprendre ces phénomènes. Il y a une véritable difficulté pour certains de nos concitoyens à vivre et ils ne se sentent pas écoutés, alors même que cette mesure, évidemment, n'est pas faite pour leur rendre la vie encore plus difficile. Mais néanmoins, c'est comme ça que c'est ressenti et c'est peut-être ça le plus grave. Quand on ne comprend pas la mesure et quand on croit qu'elle vous vise, comment revenir sur une situation comme celle-ci ? On va passer au reste de l'actualité. On l'a vu dans le journal, après le revirement de Donald Trump sur les droits de douane, l'Union européenne a donc annoncé hier une pause dans sa riposte. Elle a bien fait ? Oui, alors moi je pense que l'Union européenne, elle a bien réagi jusqu'à maintenant. On est resté unis. On a même le président des États-Unis qui dit que nous avons été intelligents. Bon, néanmoins, après cet épisode où on a quand même des droits de douane qui augmentent, où on a quand même l'industrie automobile, la sidérurgie, qui vivent quand même une période difficile. Et même si on nous annonce une pause pendant laquelle on va devoir négocier, il n'en reste pas moins qu'on a un président des États-Unis qui est protectionniste. Et donc, il faut qu'on fasse avec. Et là, c'est un petit peu le hasard d'un calendrier. Mais je vais retourner dans mon Val-de-Marne, et en particulier dans ma ville, Sucy-en-Brie. Et à 20 minutes de Paris, vous voyez, on a une industrie absolument exceptionnelle, deuxième industrie mondiale de la verrerie pharmaceutique. Et moi, je me dis, si on pouvait se souvenir, et vraiment des paroles aux actes, il y a loin, après le Covid, on avait dit on soutiendra notre industrie. Eh bien, soutenons-la. Dans le Val-de-Marne, on a une industrie, notamment dans le domaine pharmaceutique ou de l'aéronautique. À Valenton, j'ai vu aussi qu'il y avait des extensions d'équipementiers dans l'aéronautique qui étaient inaugurées il n'y a pas longtemps. Il faut vraiment qu'on retienne cette leçon. On a des filières d'excellence. Eh bien, soutenons-les, développons-les. Et c'est cette manière-là d'agir qui peut nous sauver d'une situation où on ne va pas cesser d'être avec des annonces, je pense, qui ressembleront malheureusement un peu à de la télé-réalité. Et ça, je crois qu'il faut s'y préparer.
Autre sujet, c'est Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui a présenté hier le bilan de ses 6 mois à Beauvau. Il dit qu'il veut se battre contre l'impossibilisme. Mais est-ce qu'il n'est pas contraint à l'immobilisme ? Alors, d'abord, moi, je ne crois pas, quand on a regardé sa conférence de presse, qu'on puisse dire ça. Il lutte vraiment contre l'impossibilisme. Il est dans une situation qu'il a rappelé lui-même, et c'est très juste de le faire. On est allé au gouvernement, vous savez dans quelles circonstances. On n'a pas d'énorme marge de manœuvre. Et pour autant, il annonçait qu'on arrivait à aboutir, je crois que vous allez m'en parler tout de suite après, sur une loi comme sur le narcotrafic où on a réussi à trouver un terrain d'entente entre nos deux assemblées. Donc, il arrive à faire des choses à un moment où on ne peut pas. La complexité est colossale. Il n'y a pas de majorité. On nous appelle dans un gouvernement de socle commun. On y est allé pour rendre service au pays et on arrive à montrer qu'on peut agir. Mais est-ce que, par exemple, il n'a pas échoué ? Est-ce qu'il n'a pas échoué à imposer sa ligne, sa méthode sur l'Algérie ? Alors sur l'Algérie, moi je dirais qu'on est à un moment où il faut peut-être se laisser encore quelques jours pour voir comment la situation évolue. Et moi je dirais déjà qu'il a mis sous tension l'Algérie en tant que ministre de l'Intérieur dans son couloir. Et on a bien compris qu'il n'avait pas l'intention de laisser... C'est la bonne méthode pour vous ? Absolument, puisque c'est la première fois justement que les sujets sont posés. Et si on a peut-être aujourd'hui cette phase où on est en attente de savoir comment les choses vont se nouer avec l'Algérie, c'est grâce, à mon sens, à ce bras de fer qui a eu lieu pour faire remarquer que les accords bilatéraux n'étaient quand même pas respectés. Et vous l'avez dit, parmi les principales mesures à l'actif de Bruno Retailleau, il y a la loi narcotrafic. Un accord a donc été trouvé hier entre députés et sénateurs. Alors, que contient la version définitive du texte ? On voit ça avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Oriane, bonjour Marie-Carole Tientu. Quentin, députés et sénateurs sont donc parvenus hier à un accord en commission mixte paritaire sur la loi narcotrafic. Exactement. 13 députés et sénateurs ont voté pour le texte de conciliation en commission mixte paritaire. Pour rappel, la proposition de loi avait été adoptée dans un premier temps au Sénat, c'était le 4 février dernier. À ce moment-là, dans l'hémicycle, il y avait même une unanimité pour voter ce texte. On voit là les images du jour du vote. Les choses se sont compliquées ensuite à l'Assemblée nationale. Les débats ont même dû être prolongés car il y avait beaucoup d'amendements. Finalement, le texte y a aussi été adopté largement, 436 voix pour, 75 contre, ce qui donc fait que, effectivement, entre députés et sénateurs, hier, il y a eu une large entente autour de ce texte. Alors, qu'est-ce qui contient exactement ce texte ? Au cœur de la proposition de loi, il y a la création d'un parquet spécialisé avec un parquet national anticriminalité organisée, le PNACO, il faut retenir ce terme désormais. Relativement consensuelle cette mesure, puisque ce parquet devrait voir le jour en juillet 2026. Sur le modèle des parquets nationaux, national financier ou parquet antiterroriste, le PNACO serait ainsi saisi des crimes les plus graves et les plus complexes. Écoutez, la présidente LR de la commission des lois du Sénat hier, après la décision et l'accord en commission mixte paritaire. C'est Muriel Jourda, écoutez. C'est une des mesures qui avait été mise en avant par les deux présidents et rapporteurs de la mission d'information. Pour pouvoir structurer la lutte, il fallait un chef de file. Alors, le texte prévoit un chef de file dans les services administratifs, mais surtout ce chef de file judiciaire que sera le PNACO, puisque maintenant il a un petit nom sous forme d'acronyme et qui va permettre de donner une direction et de coordonner l'ensemble de la lutte sur le territoire, avec cette particularité que, malheureusement, le trafic de drogue, c'est partout. Et Quentin, d'autres mesures ont été au cœur des échanges entre députés et sénateurs. Oui, on va voir les autres mesures dans le texte. Le texte qui contient une refonte du régime des repentis sur le modèle de ce qui existe déjà dans la justice italienne. À noter aussi un accord sur le principe d'un dossier coffre. Il s'agit d'un procès verbal distinct lors des enquêtes pour ne pas divulguer certaines informations aux trafiquants et à leurs avocats. Le sujet sensible de l'obligation faite aux plateformes de messagerie cryptées comme WhatsApp ou Signal de communiquer les correspondances des narcotrafiquants a lui été supprimé du texte, c'est bien barré dans cette animation. Et enfin, un apport du garde des Sceaux en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi crée un régime carcéral d'isolement pour les gros trafiquants d'une durée d'1 an renouvelable. Seul groupe politique à avoir voté contre le texte en commission mixte paritaire, les Insoumis. Écoutez le député LFI Antoine Léaumont aux 4 colonnes hier après l'accord entre députés et sénateurs.
J'étais dans une position très particulière puisque la France Insoumise et j'étais le seul représentant à être contre ce texte puisqu'il comporte des dispositions qui sont des dispositions extrêmement problématiques sur le plan en particulier des libertés publiques. Il y a eu des gros débats en particulier sur l'amendement qui avait été ajouté par M. Darmanin sur ces prisons de haute sécurité pour les narcotrafiquants. On a refait une partie des débats qu'on a pu avoir à l'Assemblée nationale, mais malheureusement le texte est globalement resté dans l'état dans lequel il était au sortir de l'Assemblée nationale. Alors, Marie-Carole Sientu, le sujet est donc parti du Sénat. C'est une proposition de loi transpartisane PS-LR au départ. On peut le dire, c'est rare qu'un texte régalien vienne des parlementaires et aille au bout du processus législatif. Qu'est-ce que le parcours de ce texte vous inspire ? Oui, c'est vraiment exceptionnel. J'ai participé à la commission d'enquête, donc une commission d'enquête demandée par les Républicains au Sénat, qui a été présidée par Jérôme Derain, qui est un sénateur socialiste, et Étienne Blanc, qui en a été son rapporteur. Le travail a été, je crois, d'une exceptionnelle qualité et a révélé... beaucoup parlé dans les médias, voilà, etc. La submersion, en fait, de nos territoires, de tous nos territoires, y compris des petits villages ruraux. Et surtout, nous avons mis à jour, alors je vais insister là-dessus parce que vous ne l'avez pas trop repris. D'accord. Au stade où nous en sommes sur ce narcotrafic, on a révélé la corruption qui existe dans notre pays et qui là est un point de fragilité absolue. Et je pense que c'est cela qu'a apporté le rapport et qui a conduit à ce que tout de suite, une loi soit proposée et travaillée au Sénat. Une loi qui a été adoptée à l'unanimité, ce qui est aussi exceptionnel, sur un sujet qui pouvait être clivant, où il y avait effectivement des problèmes de liberté publique, de droit de la défense. Et puis maintenant, effectivement, dans la commission mixte paritaire qui a eu lieu hier, on arrive en fait à un large consensus. Et à part la mesure que vous avez montrée et qui n'a pas été reprise, le texte est quand même repris dans son entièreté. Oui. Donc le texte issu de la commission mixte paritaire, il vous convient ? Il me convient parfaitement et il donne des vrais outils et il donne des outils aussi de lutte contre la corruption et des outils, c'est ce continuum que voulait aussi le ministre de l'Intérieur que nous avons, c'est-à-dire, moi qui étais encore maire il y a très peu de temps, on peut par exemple avoir un préfet qui ferme les commerces qui sont du blanchiment d'argent. On peut avoir une injonction de ne plus retourner sur des points de deal pour des délinquants. Donc c'est vraiment tous les domaines qui sont... corruption, concernés. juste on le précise, ce que vous avez mis à jour, c'est corruption d'agents publics. Hein. Voilà, parce qu'on parlait de corruption par exemple, des dockers dans les ports. Il y avait eu des faits extrêmement dramatiques dont on se souvient au Havre, mais on n'avait pas, je pense, perçu à quel point d'autres professions, y compris, vous le savez, la magistrature, mais ça peut être juste, on consulte des fichiers et à partir de là, on donne aux narcotrafiquants des éléments qui sont capitaux pour qu'ils puissent prospérer dans leur trafic. Un nouveau parquet national va donc être créé. Est-ce que ça peut changer la donne en matière de lutte contre le trafic de drogue ? Est-ce que aussi sur ces questions de corruption, il va falloir que ce parquet prenne le dossier à bras-le-corps ? Alors moi je pense qu'il fallait une incarnation déjà, donc une incarnation administrative, une incarnation juridique. On a réussi dans le domaine du terrorisme. Quand on est à des chiffres d'affaires aussi importants, quand on a finalement des narcotrafiquants qui sont organisés comme des multinationales, il faut entendre ce que nous ont dit les acteurs de terrain. On a eu des magistrats qui nous ont dit à Marseille, on est en train de perdre la guerre. Eh bien, il fallait leur offrir ces outils et notamment, il y avait effectivement ces procédures coffre-fort, c'est-à-dire la possibilité de ne pas livrer tous les moyens qui ont été mis en place, bien sûr dans des cadres très contrôlés, de ne pas livrer la façon dont les enquêtes se déroulent, protéger aussi tous les acteurs humains qui peuvent participer à ces enquêtes. Et puis, il y avait aussi la technique des infiltrés civils et tout ça est dans ce texte qui est un tournant, je pense. On a entendu qu'il y avait une mesure qui inquiète, ce sont ces quartiers dédiés pour les grands trafiquants dans les prisons. Cela fait craindre des risques de pression sur les gardiens. On en revient à cette question de la corruption. Aussi, donc, des risques de corruption. Le Sénat ne s'était pas penché sur la mesure en séance puisqu'elle a été ajoutée lors du processus législatif et l'examen à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous l'auriez soutenue en séance ? Oui, moi je l'aurais soutenue. Je pense que on est allé dans des milieux carcéraux et on voit bien qu'on ne peut pas accepter
accepter la continuité en fait des trafics en prison. En fait, ce que nous ont dit tous les acteurs qui nous ont parlé de ces questions, c'est que sur les CV des narcotrafiquants, le passage en prison fait partie de la vie normale dans laquelle on continue, comme si de rien n'était, les trafics que l'on souhaite voir prospérer. Donc oui, j'aurais soutenu cette mesure. On va le voir, hein. D'ailleurs, c'est la une de la Voix du Nord ce matin, Gérald Darmanin, qui a décidé de mettre les plus grands narcotrafiquants dans des prisons de haute sécurité. Ça sera à Vendin-le-Vieil dès le 31 juillet. C'est le début, c'est la bonne méthode pour vous ? Oui, tout à fait. Est-ce que, parce que vous avez aussi remarqué dans votre commission d'enquête, c'est un peu ce qu'il en ressortait, que les narcotrafiquants, ils avaient souvent un temps d'avance. Est-ce que vous pensez que cette loi, elle devait être vite caduque et qu'il faudra en refaire une assez rapidement ? Alors, elle voit quand même très loin. Je veux aussi insister sur un autre point. Il y avait le point de la corruption sur lequel la loi est opérante. Mais il y a aussi, on le disait, le passage en prison, finalement, n'est plus l'alpha et l'oméga des politiques pour lutter contre le narcotrafic. Mais par contre, il faut pouvoir taper sur les patrimoines et sur l'argent. Et ça, c'est aussi prévu dans cette loi. Donc non, elle ne sera pas démodée. À peine elle sera votée, puisqu'il y a un gel administratif des avoirs des narcotrafiquants. Et ça, c'est capital. Il faut taper au portefeuille. Une dernière petite question, peut-être plus politique. Je l'ai mentionné dans la présentation, les Insoumis sont les seuls parlementaires à ne pas avoir soutenu l'accord en commission mixte paritaire. Vous entendez les explications du député LFI Antoine Léaumont. Qu'est-ce que vous pensez de leur positionnement politique ? C'est compréhensible, leur réticence en matière de crainte pour les libertés individuelles ? Alors, venant d'eux, c'est absolument pas étonnant. Mais, pourquoi ? Oui, allez-y. Parce que pour eux, la lutte contre le narcotrafic ne fait pas partie de leurs objectifs. Il y a un moment, il faut effectivement changer la loi quand on voit qu'elle ne permet pas de protéger nos concitoyens et notre jeunesse. Et on a raison de dire aussi qu'il faudrait, sur un autre plan, des grandes campagnes de santé publique pour leur dire qu'une première fois, ça peut être la fois malheureusement fatale. C'est une faute politique de ne pas soutenir ce texte de la part de la France Insoumise ? Une de plus. Merci Quentin, on se retrouve tout à l'heure. Oui, tout à l'heure on reparlera des 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État qui a mis en place la laïcité à la française. Et ce sera à suivre effectivement dans le club. On continue à parler des sujets qu'a évoqué Bruno Retailleau hier et ça rejoint ce que vous voulez faire au Sénat. Marie-Carole Ciuntu, parmi les priorités affichées du ministre de l'Intérieur, il y a la lutte contre l'immigration irrégulière. Où sont les résultats ? La loi immigration qu'il appelait de ses voeux n'a toujours pas vu le jour. Est-ce que vous en demandez une ? Alors, aujourd'hui, on n'est pas en situation, vous l'avez compris, d'avoir une grande loi. D'ailleurs, lui-même, et c'était l'intérêt de cette conférence, le disait. Mais néanmoins, on peut, mesure après mesure, offrir à la France, dans la situation que je rappelais tout à l'heure, où on ne peut pas justement avoir tous les moyens nécessaires pour protéger le pays, en tous les cas, faire en sorte que néanmoins, on n'en soit pas réduit à l'impuissance. Et il rappelait un certain nombre de mesures que l'on avait pu prendre sur l'extension, par exemple, au Sénat, on a voté l'extension du temps de durée d'enfermement dans les centres de rétention administrative. Voilà ce type de mesures que régulièrement nous prenons et qui permettent d'avoir des résultats qu'il a souligné d'ailleurs hier. Vous proposez, vous, un texte pour confier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration certaines tâches d'accueil et d'information des personnes retenues. Quel est l'objectif ? Alors, moi, ça fait une année que je travaille sur ces associations à qui on a confié des missions dans l'immigration, l'intégration et l'asile. On a eu un rapport de la Cour des comptes qui clairement dit qu'il faut se reposer la question du rôle et du contrôle de ces associations. Et moi, dans un domaine tout à fait particulier, sur les centres de rétention administrative, donc on a une intervention dans chaque centre d'associations qui accompagnent sur le plan de l'information et de l'assistance juridique les retenus. Et ces associations, c'est ça qui pose problème, ne sont pas neutres et affichent
clairement un militantisme qui est de dire qu'elles sont là pour empêcher dans les centres de rétention administrative, donc là où vous avez des retenus qui sont en situation irrégulière et dans des situations suffisamment graves pour avoir été jugés comme posant un problème d'ordre public, et c'est pour ça qu'il y a une mesure d'enfermement, dire un étranger qui est sur le sol français n'en sortira pas. Est-ce que c'est normal? C'est ça la question, il faut bien la comprendre, qu'on finance avec de l'argent public, avec nos impôts, ces associations, alors qu'elles ne me semble pas que leur action soit compatible avec la volonté de la politique migratoire du gouvernement. Donc j'ai proposé que les associations ne jouent plus de rôle dans les centres de rétention administrative, c'est le sens de ma proposition de loi, et que ce soit l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui informe des droits les étrangers en situation irrégulière retenus dans ces centres de rétention. Non, juste, on va pas. Pardon, c'est juste pour avancer parce qu'il nous reste beaucoup de temps. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Laurent Wauquiez, lui, sur cette question de l'immigration, il veut envoyer les étrangers dangereux sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. On va écouter ce qu'en pense son concurrent à la présidence des Républicains, Bruno Retailleau. Sur Laurent Wauquiez, écoutez, moi je ne veux pas en rajouter. Je me suis engagé en plus lorsque j'ai déclaré ma candidature à ne pas polémiquer avec un compétiteur de ma famille politique. Voilà. Donc je ne polémique pas plus maintenant que demain. Voilà, sur cette question, cette proposition qui est à première vue déroutante, mais chacun a le droit en démocratie de s'exprimer et de proposer. Voilà, déroutante, dit Bruno Retailleau. Alors, on va regarder la réponse de Laurent Wauquiez à la réponse de Bruno Retailleau. Ce qui est déroutant, Bruno, c'est l'incapacité de la France, ministre après ministre, à régler le problème des OQTF et le fait d'accepter passivement que des criminels étrangers soient relâchés dans nos rues. Elle vous a dérouté, cette proposition de Laurent Wauquiez? Alors, on est en campagne, ça n'a échappé à personne, donc on va dire que dans ces temps-là, on a des propositions de ce type-là. Avec ce que je viens de vous dire, vous comprendrez ce que je pense, c'est-à-dire on n'a pas les moyens de toute façon d'arriver à des propositions de ce type pour régler les problèmes qui nous sont posés par l'immigration et l'immigration irrégulière. Je comprends la question qui est l'exécution des OQTF. Mais vous savez, et ma proposition en est l'illustration, quand on voit comment on travaille dans ces domaines et les handicaps qu'on se met à nous-mêmes pour avoir des résultats, moi je comprends très bien la méthode du ministre de l'Intérieur qui consiste à dire j'ai un discours clair et j'applique avec des mesures pragmatiques tous les jours la politique dans laquelle je m'inscris et au fond les résultats sont là et moi je pense qu'on peut en obtenir beaucoup en procédant de cette façon. On termine par l'actualité dans nos régions. C'est avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Montluçon. On retrouve Julien Pépineau. Bonjour Julien, merci d'être avec nous. Responsable de l'agence de la montagne à Montluçon dans l'Allier. Julien, les déchetteries du département de l'Allier qui sont fermées depuis hier, qu'est-ce qui se passe ? Et oui, les déchetteries sont fermées pour 2 jours et donc encore aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que les agressions, les incivilités envers les agents augmentent sur fond de prix aussi qui augmentent au niveau des ordures ménagères et donc une incompréhension de la part des usagers qui estiment que le service diminue et qu'en même temps on leur demande de payer de plus en plus cher et donc qui conduit à cette dérive. Et donc nos agents ont été formés, sont formés pour répondre à cette problématique. Et Julien, vous avez une question ? Oui, c'est vrai que ce problème se pose là dans les déchetteries, mais c'est vrai que ça rejaillit aussi dans beaucoup de services, auprès d'agents de l'État, etc. Finalement, on est peut-être face à un vrai phénomène de société. Est-ce qu'il existe une réponse face à cette problématique ? Alors, ces sujets-là, ils ne sont pas propres qu'à votre région. Effectivement, dans les déchetteries, il y a des tensions qui sont dues au fait que ce soit payant. Nous, on va dire, dans notre région francilienne, le problème, il se résout par le fait qu'il y a une fuite des déchetteries par un certain nombre de professionnels qui, finalement, créent des dépôts sauvages. Et on se souvient de ce maire qui était décédé parce
parce qu'il avait voulu s'opposer justement à ce genre d'agissement. Oui, moi je vous rejoins quand vous dites que tous ceux qui sont détenteurs de l'autorité publique aujourd'hui sont pris à partie. Et moi j'ai un chiffre en tête quand même qui me paraît obsédant. Depuis 2020, 61% de mes collègues maires disent qu'ils ont été victimes d'incivilité. Et là, très récemment, vous le savez, c'est tout à côté de chez moi, je la connais très bien, Sylvie Carillon à Montgeron, elle pour des rodéos, elle a voulu s'opposer à des jeunes qui faisaient de la moto dans des parcs et on lui a foncé dessus. Et ce qu'elle dit, c'est que de toute façon, il y a une impunité qui est tellement effroyable que ça continue et que ça continuera et qu'au lendemain même de ce qui lui est arrivé, elle peut constater dans sa ville que ce genre de fait se perpétue. Donc il faut effectivement restaurer l'autorité publique. Il y a un véritable effondrement de l'État sur ces sujets-là. Et là aussi, je ne doute pas que le ministre de l'Intérieur, qui en a parlé hier, nous donne des moyens supplémentaires et donne d'autres consignes aux préfets dans nos départements. Merci Julien Pépineau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La une de la Montagne dans son édition de Moulins, violé adolescent, il veut sortir de l'enfer. C'est le témoignage d'une mère qui raconte les violences sexuelles subies par son fils. Merci beaucoup Julien Pépineau d'avoir été avec nous et merci beaucoup Marie-Carole Ciuntu. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on parlera de laïcité ainsi que de la loi sur la fin de vie qui, ça y est, a débuté son parcours parlementaire. Mais d'abord, on va parler de la situation internationale, revenir sur les revirements de Donald Trump tout de suite avec le géopolitologue Frédéric Ancel.